Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois à Parle-moi de santé. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute. Un autre épisode aujourd'hui, le 12e du podcast, dernier de l'année 2020. Donc, j'en profite pour vous souhaiter à tous et toutes d'un joyeux temps des fêtes. J'espère que vous avez passé sincèrement de joyeuses fêtes malgré la situation actuelle. Souhaitons-nous une bonne année 2021 qui, à tout le moins, j'espère, devrait nous apporter un peu plus de positif que la dernière année qui a été remplie d'embûches et d'obstacles et de difficultés clairement pour tous et toutes. Donc, j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui m'ont écrit par rapport à l'épisode 11, dernier épisode qui a été avec des réactions positives extrêmement nombreuses par rapport à l'épisode sur la motivation avec Jacques Forêt. Donc, continuez de m'écrire, continuez de partager, de commenter, de vous abonner. Parlez-en à vos amis. C'est vraiment la meilleure façon de faire grandir la communauté, c'est par le bouche à oreille. Donc, n'hésitez pas à amener un ami dans le projet à l'écoute des podcasts de Parle-moi de santé. Donc, épisode 12, aujourd'hui, on parle de maux de tête et c'est un épisode spécial parce que j'ai reçu pour l'occasion Sylvain Saint-Amour et c'est le deuxième épisode que j'avais enregistré à vie, donc ça remonte à février 2020 et c'est un épisode spécial aussi parce que Sylvain demeure jusqu'à ce jour un pilier de référence pour moi, étant mon patron, mon boss, celui qui m'a recruté, employé comme physiothérapeute. Donc, on travaille ensemble à la même clinique. On donne maintenant des conférences ensemble. On discute régulièrement de sujets chauds, passionnants et polarisants. On aime débattre beaucoup. Et c'est aussi le professeur qui m'a probablement le plus marqué à l'université parce qu'il enseigne dans le programme de physiothérapie, la physiothérapie musculo-squelettique, donc l'évaluation, le traitement des bobos, les techniques de thérapie manuelle et tout le tralala qui va avec ces blessures-là. Et donc, j'ai choisi de l'inviter pour parler. On aurait pu parler honnêtement de 1001 sujets. Là. Sylvain qui est vraiment connaissant dans plusieurs domaines ou plusieurs divers aspects de la physiothérapie, mais j'ai choisi de parler de maux de tête. Donc, on parle de maux de tête, de migraine, de céphalée, tous des termes qui vont être utilisés pour parler de ce type de pathologie ou de bobo. Et dans la deuxième partie du podcast, on a un peu plus parlé de son parcours, son approche, l'impact qu'il veut avoir en termes d'enseignement. Aussi, Sylvain qui est un personnage qui est un peu polarisant à l'occasion, qui va être perçu par certaines personnes comme étant de cette façon-là, polarisant. Et on en a parlé aussi dans la deuxième partie du podcast, plus dans la deuxième moitié. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette discussion. Donc, dernier épisode, l'épisode 12, dernier épisode de 2020 avec le physiothérapeute Sylvain Saint-Amour. Good. Sylvain Saint-Amour, bienvenue. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. On va te faire une petite bio juste pour que les gens aient une idée un peu de t'es qui. Donc, t'es physiothérapeute de formation, gradué avant le bug de l'an 2000. 1999. Juste avant. Puis, t'es copropriétaire des cliniques Physioactif dans la grande région de Montréal, fait que surtout un peu plus Rive-Nord. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à être physio? Hey boy. J'ai commencé jour 1, j'avais aucune idée c'était quoi physio. Ouais. Fait que au cégep, ça fait deux personnes à date qui me disent ça. Ouais. Au cégep, je devais faire un choix. Ouais. Fait que j'ai coché genre médecine, puis en dessous, il y avait physio. OK. Ergo, ça m'inspirait pas. Ouais. Et j'ai coché aussi biochimie. OK. Ça, c'était tes options. Moi, dans toutes les universités, puis j'ai été accepté partout. J'ai fait des entrevues en médecine. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis physio, ben, j'ai fait OK. Ouais. Et j'ai trippé. Ouais. Ouais. C'est ça qui finalement t'a plus allumé. Ben, écoute, ça m'a... Ben, il n'y avait rien d'autre, là. Dans l'optique où je n'ai fait que cette formation-là, mais quand t'es rentré, t'as aimé ça. Ouais. Assez rapidement, j'ai vu un futur intéressant. Ouais. Puis, mettons qu'on jase un peu de tout ce que t'as fait, tu sais, rapidement en termes de réalisation, puis les postes que tu peux occuper. Fait que, évidemment, t'es physiothérapeute, tu travailles encore en clinique privée. Ouais. Tu es également enseignant chargé de cours à l'Université de Montréal. Ouais. Fait que tu enseignes surtout les cours de musculo-squelettique qu'on appelle. Fait qu'un peu les cours de thérapie manuelle, raisonnement clinique. Fait que les cours qui permettent aux physios de traiter monsieur, madame, tout le monde un peu.
Exact. Ça ressemble à ça. Tu es aussi enseignant en formation continue, fait que dans le programme de l'OCPMA maintenant, qui est un peu comme les cours pour les physios une fois qu'ils ont fini de graduer pour continuer à parfaire leurs connaissances. Fait qu'il semble avoir beaucoup d'enseignement dans ce que tu fais. Ben oui, puis mon rôle au sein de Physioactif est de plus en plus de me consacrer au mentorat auprès des physios. Mm-hmm. Fait que c'est un rôle qui prend de plus en plus de place depuis les 6-7 dernières années. Ouais. Et j'aime beaucoup ça. Puis y a-tu une fibre d'enseignement en toi qui a toujours été là ou t'as-tu toujours aimé enseigner aux gens, partager, expliquer, ou c'est comme naturellement t'as comme développé ça par la force des choses, tu penses? J'ai beaucoup haï tout ce qui était exposé oraux à l'école. Ah ouais, hein? Mais je me souviens en mathématiques, en secondaire 2, il y avait la moitié des étudiants qui posaient les questions au prof, puis l'autre moitié qui venait me voir à mon bureau. OK. Fait que ça a commencé jeune, Ouais. mais c'est... T'étais-tu une bonne? Juste un peu. Ah ouais? OK. Fait que t'étais quand même... t'avais des bonnes notes. Ben, pas le choix pour aller en physio, là. Ouais. Maintenant, quasiment autant que la médecine, là. Ou ben, à l'époque, c'était assez élevé aussi. Là, Ouais. puis ça a été un peu plus facile éventuellement, puis là, c'est redevenu peut-être plus dur. Mais Ouais. oui, fait que j'avais une facilité. Mais l'enseignement, écoute, c'est venu naturellement plus tard, sans que ce soit un choix formel. Ça s'est présenté à l'université. Tu sais, en 2000, j'étais déjà auxiliaire d'enseignement à l'université. Fait qu'assez rapidement, après avoir gradué, l'opportunité a surgi, puis j'ai vraiment aimé ça. Ouais, puis maintenant, ça fait juste en sorte que tu continues à enseigner de diverses façons, que ce soit aux médecins, aux physios, aux étudiants, aux formateurs, etc. Aux infirmières. Aux infirmières aussi, ouais. Ouais. On aurait pu choisir 2000 sujets là, pour lesquels discuter, mais probablement une chose qui doit intéresser beaucoup de gens, c'est les maux de tête. J'ai choisi ce sujet-là aujourd'hui parce que je trouve que c'est quelque chose qui semble assez commun dans les soins de santé. Là. Il y a beaucoup de plaintes de maux de tête. Il y a beaucoup de gens que nous, on voit en clinique qui ont des maux de tête. Ça semble assez nébuleux aussi. Là. On ne sait pas toujours qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui peut être aidé, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est pas grave. Mais en général, quand les gens parlent de maux de tête, c'est de quoi qu'ils vont se plaindre. T'sais, leur plainte, ça peut ressembler à quoi? Je dirais la chose qu'ils vont souvent nommer, c'est migraine. Mm-hmm. Qui est probablement la chose la plus plate à entendre, parce que la plupart du temps, migraine veut dire il n'y a rien à faire, dans la tête des gens évidemment, parce que c'est complètement faux. Les gens se plaignent donc de leur migraine. Sinon, ben, on se doute que s'ils consultent pour des maux de tête, c'est parce qu'ils ont mal à la tête. Comme dans d'autres choses, c'est un spectre. Il y en a qui sont juste écœurés d'avoir mal à la tête, puis ils veulent trouver une solution, puis il y en a d'autres que leur vie est un enfer à cause des maux de tête. Il y en a dont la vie familiale est troublé par la présence de maux de tête intenses. Si on parle plus largement des migraines, ceux qui vivent la peur, pas la peur, mais la douleur associée au son, la douleur associée à la lumière, accompagnée de vomissements, ben, ça fait en sorte qu'il y en a qui vivent leur épisode de maux de tête dans une chambre, dans le noir, alors que la vie continue. Ouais. C'est assez limitant là, pour certains. Il y en a beaucoup que leur fonction est grandement affectée. C'est impressionnant. Fait qu'on a souvent des conjoints-conjointes qui réfèrent à leur conjoint-conjointe parce que la vie familiale est complètement affectée par ça. Puis quand on parle de migraine, est-ce qu'on sait précisément c'est quoi? Tu sais, mettons une vraie migraine, là, selon ce qui est décrit dans la science, dans les études, c'est quoi que le domaine médical décrit de ce que c'est une migraine? En termes de symptômes, c'est flou. Ouais. En termes d'origine, la migraine devrait être ou bien une origine hormonale ou un problème de circulation sanguine dans le cerveau. Fait que la vraie migraine, ça devrait être ça. Mais dès qu'il y a des causes extérieures, comme par exemple la région cervicale, peut fréquemment créer des douleurs qui s'apparentent. Ouais, exactement. Donc, c'est très multifactoriel, la migraine, le mal de tête. Mais les gens ont tendance à penser que ce n'est qu'un problème médical et non un problème qui vient du cou. Ouais. Les gens s'autocondamnent trop facilement, à mon humble avis, parce que c'est triste d'avoir une vie modifiée de façon aussi importante que ça pour un problème finalement qui est pas différent d'un problème de coude ou un problème de genou. Penses-tu qu'ils se condamnent juste simplement par manque d'information ou par manque d'éducation? Juste le fait de ne pas savoir, c'est quoi une migraine ou c'est quoi les autres choses qui peuvent causer les mal de tête, des maux de tête? Ben, les gens en général, puis je vais inclure les professionnels de la santé, savent peu distinguer les différentes origines des maux de tête migraine.
Donc, le patient, l'individu qui a mal à la tête, qui pense qu'il y a une migraine, est un peu pris dans cette information-là qui est erronée en général. Fait que oui, un flagrant manque de connaissances, mais qui vient de son environnement. Fait que le médecin va le référer pour une prise de médication plutôt qu'un traitement physio, par exemple. Le médecin va dire, tu as une migraine. Fait que les gens vont penser automatiquement à je suis condamné, j'ai un orage électrique dans mon cerveau qu'on appelle une migraine, par exemple. Fait que ça se situe au même niveau presque à l'arthrose. Qui est un autre fléau. C'est un fléau dans le sens où les gens vont penser qu'il n'y a rien à faire alors que finalement c'est un problème physique traitable comme la migraine. Ouais, moi je dis tout le temps l'arthrose, c'est comme essayer d'éviter à notre auto de rouiller après 20 ans de route. Là. C'est un peu naturel, ou les rides, là. C'est un peu naturel, ça va venir. Là. Mais quand on parle de maux de tête, moi j'aime mieux catégoriser ça en maux de tête plutôt que migraine et autres. Ouais. Quelqu'un a mal à la tête, en général, il y a quasiment tout le temps quelque chose à faire, peu importe l'origine. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut voir? Mettons qu'on élimine tout ce qui est grave, qui peut couvrir les maux de tête, peut-être qu'on couvrira ça plus tard. C'est quoi les causes pas graves d'un mal de tête? Qu'est-ce qu'on peut avoir qui peut causer ça, un mal de tête? La liste est longue. Mettons les plus fréquents. Ouais, ou... La région cervicale, les articulations cervicales ont la capacité d'exprimer une douleur au niveau de la tête. Okay. Fait que la région cervicale, le cou, quand il fait mal, il ne fait pas nécessairement mal juste dans le cou. Il va faire mal à la tête. Un peu comme une crise de cœur qui ne fait pas nécessairement mal au cœur, mais qui peut faire mal à la mâchoire, au bras gauche. Ouais. De la même façon, de cette façon-là, le cou va s'exprimer sa douleur comme étant un mal de tête. Fait que la cause première, la région cervicale, le cou. Il y a beaucoup de musculature à la région cervicale. Fait que moi, quand je parle de cou, je fais référence aux articulations cervicales. Donc, l'autre composant que les gens connaissent, c'est les muscles. Il y a un paquet de muscles à la région cervicale qui ont la capacité de s'exprimer ailleurs. Fait que si les articulations peuvent s'exprimer à la tête, les muscles peuvent aussi exprimer leur douleur à la tête. Donc, tu peux avoir un mal de tête, mais l'origine est un muscle dans le cou. Mais tu peux pas le savoir parce que ce que tu as, c'est un mal de tête. Ouais. Ça, c'est les deux grandes causes les plus fréquentes. Après ça, si on va dans des catégories vraiment réelles, mais peut-être légèrement moins fréquentes, l'œil, la musculature autour de l'œil, on a 6 muscles autour de l'œil. Ces muscles-là peuvent référer au front ou à la tempe. Donc, tu peux te retrouver avec un mal de tête qui a de l'air d'un mal de tête, mais ça vient des muscles autour de ton œil. Impossible pour toi de faire la différence, mais par les tests, on est capable de le mettre en évidence. Ouais, puis souvent, on voit les gens qui vont consulter pour soit une douleur de cou ou une douleur de tête, ils vont se plaindre de douleur autour de l'œil ou de quelque chose dans la fonction de l'œil qui marche pas, tu sais, de la difficulté à... Exemple, ils vont tourner les yeux ou ils vont regarder en haut puis ça va leur donner une pression, ou des douleurs derrière l'œil, là, qu'on appelle des douleurs rétro-orbitales. Ouais. Fait que ça, c'est tous des symptômes qui peuvent être associés aussi à des maux de tête. Exact. Ou même ceux qui ont des lunettes, qui ont de la difficulté à s'adapter à des nouvelles lunettes tout le temps. À chaque fois qu'ils changent de lunettes, ils ont une période d'adaptation qui est longue et qui est accompagnée de maux de tête. Ça pourrait être l'œil qui est à l'origine des maux de tête et à l'origine de la difficulté de s'adapter aux lunettes. Fait que ça m'est arrivé à quelques reprises d'avoir ce type de patient-là qui avait des maux de tête et une difficulté à s'adapter à ces nouvelles lunettes. Fait que le traitement de l'œil qui se fait en physio va gérer à la fois les maux de tête et l'adaptation aux nouvelles lunettes. Fait que ça se peut que peut-être ça en surprend beaucoup, là, quand on parle de traitement de l'œil, probablement que les gens se disent qu'est-ce qu'un physio peut faire avec l'œil? Ouais. Qu'est-ce qu'un physio, justement, peut faire avec l'œil pour aider ça? On pourrait résumer ou faire un parallèle. L'œil, c'est l'équivalent d'un coude. Donc, si on veut bouger un coude de façon adéquate, il faut avoir la capacité physique de bouger. Donc, une la mobilité. Il faut avoir la mobilité qui est disponible. Fait que l'œil doit avoir la capacité de bouger. Puis les facteurs limitants à cette mobilité-là, c'est la musculature autour de l'œil, entre autres. La coordination de l'œil peut être atteinte. On ne sera pas surpris après une entorse de cheville d'avoir moins d'équilibre. Fait on s'est fait mal, notre équilibre est diminué, on trouve ça normal. Pour l'œil, sa capacité à être exactement au bon endroit, donc la pupille soit exactement au bon endroit quand la tête se déplace dans l'espace, il faut garder cette coordination-là adéquate pour ne pas avoir de douleur à l'œil, de mal de tête. L'entité la plus fréquente qui va créer ça, c'est la commotion cérébrale. Ouais. La commotion cérébrale va souvent créer des problèmes qu'on va appeler oculomoteurs, donc l'œil n'est pas capable d'être coordonné de façon adéquate. C'est des choses qu'on traite aussi. Fait que le traitement des maux de tête qui est consécutif aux accidents d'auto, aux commotions cérébrales ou associé à un mal de tête, c'est le même traitement. Parce que dans le fond, un œil, c'est un peu comme
n'importe quelle autre articulation. Exact. Ça s'évalue, ça se traite, on peut avoir des exercices, on peut traiter manuellement, même les yeux. Exact. Qu'est-ce qu'on peut faire comme traitement en clinique autre que les exercices pour les yeux? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui existe? Directement pour l'œil? Ouais, mettons qu'on parle de la structure de l'œil en tant que telle, la musculature associée. Ben, quand il y a des restrictions, donc si l'œil n'est pas capable de bouger dans toutes les directions de façon parfaite, on peut manuellement étirer les structures autour de l'œil, donc principalement la musculature. Donc, il y a moyen de faire des étirements d'œil. On peut le faire de façon manuelle, on peut le faire comme par des exercices, comme tu le disais, mais sinon, on peut prendre l'œil, une fois l'œil fermé, puis aller mobiliser l'œil, aller forcer l'œil à bouger dans la direction souhaitée pour éliminer la douleur associée au mouvement de l'œil. Fait que ça, c'est un des traitements qui est disponible. Il y a d'autres affaires complexes, comme le tonus musculaire autour de l'œil. Fait que le muscle lui-même peut être raide parce qu'il a subi des traumatismes. Il peut y avoir des petites cicatrices, des petites des adhérences dans le muscle. C'est ça qu'on va aller traiter manuellement, mais on peut avoir aussi un peu comme l'input, le cerveau qui donne un signal à la musculature qui est un peu erroné, qui donne trop de raideur dans le muscle. Ouais. Et ça, il y a différentes interventions qu'on peut faire pour le modifier aussi. Fait que ça, ce serait plus un problème du système nerveux qui amènerait une raideur dans l'œil. Exactement. C'est comme si la boucle neurologique un peu qui va vers l'œil serait comme erronée. Ouais. Ou ça enverrait un mauvais signal qui entretiendrait un manque de mobilité de l'œil. Comme les ischio-jambiers chez plein de gens. Les gens se plaignent d'avoir les ischios, le muscle en arrière de la cuisse qui est raide. Ben, souvent, c'est un tonus, une espèce de contraction musculaire de base qui est trop élevée. Qu'on va étirer. Qu'on va étirer. C'est pas une vraie raideur. Une raideur perçue ou... On pense que c'est une raideur alors qu'en réalité, c'en est pas une. Ben là, il va arriver sensiblement la même chose. Puis là, on a couvert un peu tout ce qui peut être pas grave. Y a-tu des choses qui devraient nous alerter? T'sais, mettons quelqu'un qui a un mal de tête, quel autre signe, symptôme ou quoi d'autre comme élément dans l'historique qui pourrait mener à croire soit à une personne ou à un physio de dire ben ça pourrait être quelque chose de plus grave? Une douleur inhabituelle, d'apparition soudaine et intense. Fait que le caractère, les gens en général, ça fait longtemps qu'ils ont mal à la tête quand ils consultent ou des migraines, peu importe. Et si soudainement les symptômes changent et que c'est dramatique, c'est l'idéal d'aller directement à l'urgence, de même pas passer par le physio, s'il y a ce caractère-là, la douleur. Dans le sens que c'est un changement violent d'intensité par rapport à ce qu'ils ont connu. Exactement. On va penser à quelque chose. Les gens peuvent facilement faire le parallèle avec un ACV. Souvent, l'ACV, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, va être le signe un peu précurseur. Souvent, c'est un mal de tête vraiment violent. Mais les gens n'ont pas le temps de se rendre parce qu'ils tombent en général dans les minutes qui suivent. Ça serait la cause la plus grave de mal de tête, si on veut. Mais des fois, c'est quelque chose qui est en train de s'établir, mais qui donne cette douleur violente-là. Fait que ça va être la première cause d'inquiétude de la part d'un physio. Une douleur... Ce qui est relativement rare qu'on voit, là, dans le sens que quand les gens nous consultent, ils vont souvent dire « J'ai mal à la tête depuis 10 ans, à l'occasion, une fois par 2-3 mois. Puis là, récemment, j'ai un nouveau travail, je fais beaucoup d'ordi, puis paf, là, les maux de tête sont beaucoup plus intenses ou plus fréquents. » Exact. L'autre cause fréquente d'inquiétude, on a des artères dans la région cervicale qui peuvent donner des symptômes côté du cou, mâchoire, tempe. Fait que si ça, c'était nouveau et accompagné d'un état de santé ordinaire, dans le sens cholestérol, hypertension, quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'activité physique, si on peut additionner à ça l'embonpoint. Fait que tu as un état cardiovasculaire qui est déjà précaire, suboptimal, et qu'on a ces symptômes-là qui apparaissent, ça pourrait être une cause d'inquiétude. Parce que dans le fond, tous ces facteurs-là peuvent prédisposer à ce qu'on appelle c'est soit des blessures ou des ruptures ou des insuffisances au niveau de ces artères-là. Exactement, c'est ça. C'est comme si les artères ne sont pas en santé. Artères pas en santé qui sont responsables d'amener le sang au cerveau. C'est ça. Fait que c'est la conséquence finale, c'est un manque d'oxygène au cerveau. Exact. Ce qu'on veut pas. Puis le signe premier, c'est souvent le mal de tête. Ouais. Mal de tête qui serait, par exemple, plus violent que l'habitude, comme tu disais un peu tantôt. Il devrait être différent, exactement, mais il pourrait y avoir certaines entités d'apparition progressive. Fait que c'est là où nous, ça fait partie de notre raisonnement. Mais c'est très difficile pour la personne qui le vit de trouver ça inquiétant versus le mal de tête nouveau, complètement différent et plus grave. D'où encore l'importance de
contrôler tout ce qui est syndrome métabolique là, qu'on appelle. Fait que les gens qui sont hypertendus, les gens, par exemple, qui peuvent être diabétiques ou qui ont des antécédents de maladies cardiaques ou qui font du cholestérol. Là. Ouais, le questionnaire médical que tous nos patients remplissent sert à ça, entre autres, pour être capable d'identifier qui est à risque pour être sûr d'intervenir juste avec ceux qui ont besoin de ça plutôt qu'une référence médicale. Puis toi, là, on est en 2020, fait que ça fait un peu plus que 20 ans que tu pratiques? 20 ans et 3 mois. 20 ans et 3 mois. Dans toute ta carrière, est-ce que tu en as eu des patients qui sont venus dans ta clinique puis que tu as dû référer parce que le mal de tête, ça sentait pas bon? Jamais. Jamais. Puis il n'y a rien que finalement s'est avéré à être plus grave que ce que c'était? Non. Le seul patient que j'ai eu, il a réussi lui-même à déchirer une de ses artères-là. Fait que lui-même, en faisant un mouvement avec son cou pour essayer de se soulager, lui-même a réussi à déchirer son artère. Ah ouais? Mais il a survécu. Fait que, mais ça, c'était pendant la prise en charge? Non, il est venu après parce Ok. qu'il restait des douleurs cervicales après. Ah, ok, c'est ça. Mais il avait été chez le médecin puis tout ça avant. Ouais. Ok, exactement. Ouais, ok. j'étais chanceux. Ouais, parce que sinon, il serait probablement venu dans ton bureau puis Ouais. probablement que ça aurait été un petit red flag ou quelque chose. Ouais, j'espère que je l'aurais vu. Ouais. Mais ouais. à date, non. Tous mes patients sont en vie après des maux de tête. Il n'y a pas rien eu de grave. C'est quand même des incidents vraiment rares. Ouais. Peut-être que les gens pensent que c'est plus fréquent des trucs graves en général. Là. Je sais pas si les gens pensent que vu que la tête c'est plus nébuleux ou que le cerveau c'est plus nébuleux, que quand on a mal à la tête, ça doit être parce qu'il y a quelque chose de structurellement atteint dans la tête. Là. On voit ça un peu partout dans le corps, là, avec les gens qui demandent à voir ou à savoir c'est quoi la structure en cause du problème. Je pense que si moi j'avais ce problème-là, je m'inquiéterais, Ouais. mais je vois pas ça tant que ça, parce que les gens conservent longtemps des maux de tête sans rien faire. Mm-hmm. De la même façon que t'as mal à la tête associé à tes menstruations, tu sais, comme ça t'arrive régulièrement. Ouais, exactement. La semaine passée, justement. Exact. Mais les gens consulteront, les femmes consulteront pas nécessairement pour des maux de tête associés aux menstruations, ils vont penser que c'est normal, même si c'est incapacitant. Alors qu'il y a souvent une composante cervicale, il y a souvent un problème de cou qui va contribuer à rendre le mal de tête présent lors des menstruations, par exemple, ou après les menstruations. Mm-hmm. Fait que les gens ont, tu sais, encore une fois, j'ai l'impression qu'ils sont pas inquiets des maux de tête, ou du moins, je perçois pas cette inquiétude-là, contrairement, par exemple, à la région lombaire. Fait que les gens ont mal au dos, puis ils se disent bon, ma vie est finie, je vais avoir mal au dos jusqu'à la fin de mes jours. Les maux de tête, je sais pas, les gens ont tendance à accepter ça. J'ai déjà une femme qui m'a dit non, j'ai pas mal à la tête. Vous avez pas mal à la tête? Non, juste 3 fois par semaine. Ah ouais. Fait que l'idée de c'est normal d'avoir mal à la tête semble être présent chez les gens. Moi, je n'ai jamais mal à la tête. Ouais, moi non plus. Et, très rarement. Exact. Et c'est ça que je trouve normal, de ne pas avoir mal à la tête. Fait qu'il y a une certaine tolérance aux maux de tête que je comprends mal. Ouais. J'aimerais pas ça avoir mal à la tête, même une fois par semaine. Ouais, mais peut-être tu pourrais te mettre dans la peau de tes patients. Je vais les écouter à la place. Oui, exactement. Tu parlais tantôt que souvent les femmes qui vont avoir des douleurs ou des maux de tête pendant leur cycle menstruel ou associés à leur cycle menstruel, que ce soit avant, pendant, après, tu disais qu'il y a souvent une composante de cou qui va contribuer à ça. Fait que dans le fond, c'est un peu comme si le mal de tête est en dormance, puis les hormones tout seuls sont pas assez pour le déclencher, exact. Mais que quand on additionne à ça la composante de cou, c'est là que ça va devenir symptomatique. Et donc, quand ils sont dans leur cycle menstruel, ils ont les deux ensemble. Quand ils sont pas dans leur cycle menstruel, ils vont avoir juste la composante de cou. Et donc, ils seraient pas symptomatiques, c'est ça? Exact. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent s'additionner ensemble pour déclencher ou pour que le mal de tête soit présent. Mais un seul des facteurs, c'est insuffisant. La région cervicale elle-même, toute seule, pourrait être suffisante pour créer un mal de tête. Si on enlève la composante cervicale, le mal de cou, il n'y a plus de maux de tête. Certains individus qui ont des vraies migraines vont prendre la médication pour changer les vaisseaux sanguins. Fait que des vasoconstricteurs, des vasodilatateurs vont venir changer la grosseur des vaisseaux sanguins pour enlever la migraine. Fait que pour qu'il y ait plus de sang qui circule. Exact. Fait que eux, si ils n'ont qu'une composante migraineuse, vont être aidés par la médication. Il y en a d'autres que tout ça est mélangé ensemble. Fait qu'on essaie d'enlever les composantes individuelles pour que le total ne donne plus un mal de tête. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que la majorité, la presque totalité des maux de tête migraines sont mixtes. Ils ont plusieurs origines. Fait que quand on traite, dans notre cas, la composante cervicale, la musculature, l'œil, la plupart des gens voient leurs symptômes diminuer ou disparaître
Fait que c'est ce que, dans le fond, ça revient un peu à ce que je disais, que peu importe ton mal de tête, il y a quasiment tout le temps quelque chose à faire. Parce que si c'est 30% les hormones, 60% le cou, 10%, on sait pas trop, ben, on enlève le 60% qui vient du cou, puis soit on améliore dramatiquement ou on règle le problème. Oui. Puis dans les 20 dernières années, je dirais que je suis capable d'identifier peut-être 5 personnes chez qui j'ai pas été capable de modifier les maux de tête. OK. Fait qu'eux avaient probablement une vraie composante migraineuse qui n'avait pas de composante cervicale. Ouais. Mais sinon, c'est excessivement rare. C'est rare qu'on n'est pas capable de les aider. Vraiment rare. Ouais. Les gens vont souvent parler de mal de tête associé au moment de la journée. Tu sais, mettons qu'on décortique ça puis qu'on parle de maux de tête au matin. Tu sais, au réveil, les gens qui ont mal à la tête, ils sont pas couchés avec ça, puis ils se réveillent, puis ils ont ça. Ça peut être quoi, certaines causes? Ben, spontanément, celle à laquelle je pense, c'est la région cervicale, le cou, encore une fois, qui, en fonction de la position de sommeil, en fonction de l'oreiller, en fonction du matelas, si on adopte une position de cou prolongée qui crée un stress mécanique anormal, qui blesse, entre guillemets le cou, ça peut créer un mal de tête au lever. Il y en a qui vont l'avoir même qui apparaît pendant la nuit. Ils savent que s'ils vont à la toilette pendant la nuit, ils se lèvent, le mal de tête est déjà présent parce qu'après quelques heures dans une position inadéquate, le cou se met à se plaindre, tout simplement. Les gens vont souvent s'en rendre compte parce que quand ils changent de lit, s'ils vont en vacances, s'ils vont à l'hôtel, s'ils ont un chum puis ils changent de lit, ils vont en camping, ils vont se rendre compte que le mal de tête fluctue en fonction du lit ou de l'oreiller qu'ils utilisent. C'est un excellent indicateur d'une origine cervicale et donc d'un traitement qui va assurément les aider. Fait que les maux de tête le matin, en général, ça va être ça. Tu penses-tu qu'il y a une position de sommeil qui est à éviter ou qui peut prédisposer aux maux de tête? Ben, pas nécessairement aux maux de tête, mais aux problèmes de cou en général. Ben, tu sais, c'est répandu l'idée que coucher sur le ventre, c'est pas une bonne idée parce que, à moins d'avoir un cou parfait, la position est vraiment stressante pour les articulations. Fait que la position sur le ventre, en général, à moins d'être une gymnaste, une contorsionniste ou d'avoir une mobilité complète de la région cervicale, il y a peu de gens qui vont le tolérer. Parce que tu es en rotation. Parce que ta tête est tournée toute la nuit, à moins que tu aies un trou dans ton lit. Là. Ben exactement. Fait que les gens ont la tête tournée, mais en plus, les gens vont dormir sur le ventre avec un oreiller en dessous du visage. Donc, ça crée un double stress mécanique sur la région cervicale. En extension en arrière. Exact. Fait que les gens vont se retrouver avec la face dans le matelas, dans l'oreiller, dans une position qui est complètement inadéquate. Qui penserait à passer la journée, la tête tournée, penchée vers l'arrière pendant 2 heures? C'est exactement ça que je dis aux gens. Ou en fait, je le compare à un coude. Je leur dis, si tu plies ton coude au maximum, probablement que tu es correct pendant 5 minutes, mais tiens-le 6 heures de temps, comme si tu étais endormi, ou les gens qui s'endorment sur leurs mains, puis ils se réveillent, ils sont plus capables de déplier leur coude. C'est pas mal le même genre d'inconfort. Fait que sur le ventre, c'est en général difficile, mais c'est facile dans n'importe quelle position que le cou soit inconfortable. Si le cou est parfait, il va être confortable dans toutes les positions. Mais dès qu'un cou commence à avoir ses articulations moins mobiles, il y a plusieurs positions qui vont être difficiles. Si on est couché sur le côté et l'oreiller est trop mince, ben la tête, plutôt que d'être droite, comme si on était debout, ben, elle va être inclinée sur un côté, puis ça pourrait être problématique. De la même façon que l'oreiller pourrait être trop épais, couché sur le côté encore une fois, et ça va créer le même symptôme, le même problème, mais à l'opposé. Fait que c'est facile d'être dans une position difficile pour le cou. On est couché sur le côté, l'oreiller est parfaite, mais on tourne le corps vers le matelas. Ben, le cou se retrouve en rotation relativement. Fait que la tête est sur l'oreiller confortable, mais on a tourné les épaules autour du cou. Fait qu'encore une fois, ça devient problématique. Fait que c'est facile d'être inconfortable pour le cou en dormant. C'est pour ça que je dis à tout le monde, ceux qui disent qu'ils dorment sur le côté, je leur demande de me montrer comment ils dorment. Parce que sur le côté droit, c'est vraiment pas tout le monde qui dit qu'il dort sur le côté qui dort comme ça. La majorité vont dormir avec une espèce de rotation. Là. Moi, j'appelle ça le semi-ventre, semi-côté. Là. Exact. Fait que ça tourne un peu plus proche du dormir sur le ventre avec une rotation de tête. Ouais. Ou dormir parfaitement sur le côté avec les 2 mains en dessous de la mâchoire. Les mains en dessous de la tête. Ouais. Donc, ça force encore une fois une rotation du cou. Ouais. Ou qui peut amener la tête dans une autre position. Exact, ouais. Puis si on parle de maux de tête, exemple, ceux qui vont se plaindre qui ont plus des maux de tête en fin de journée. Ils ont fini leur journée de travail, pas de maux de tête, ils arrivent à la maison, puis là, paf, c'est là que ça arrive. À quoi on peut penser? On questionne en général les habitudes de fin de journée.
Fait que qu'est-ce que tu fais à la fin de ta journée? Est-ce que tu es en train d'écouter la télé, évaché sur ton sofa? Est-ce que tu es en train de, je sais pas moi, être sur ta tablette dans une position un peu ordinaire? Es-tu en train de lire dans ton lit? Sur le ventre, sur les coudes. Sur le ventre, sur les coudes, ou assis sur le dos, c'est-à-dire avec 3 oreillers en dessous de la tête, ou encore assis, les jambes allongées, la tête penchée pour regarder la tablette. Fait qu'il y a plein d'activités qu'on fait en fin de journée dans des positions immobiles qui vont générer des maux de tête. Fait que souvent, le moment de la journée, c'est pas parce qu'on est le soir, parce qu'on est plus fatigué qu'on a des maux de tête, c'est ce qu'on fait en fin de journée qui fait qu'on a mal à la tête. Fait que moi, je questionne beaucoup les habitudes de vie de fin de journée, plutôt que de penser qu'il y a une fluctuation associée à la fatigue et ou l'accumulation de mouvements pendant toute la journée. À moins que ce qu'on fait dans la journée nous prédispose à peut-être être plus sensible à déclencher le mal de tête ou le mal de cou en fin de journée. Parce que quelqu'un, peut-être, s'il lit le matin en se levant une demi-heure, il est correct, puis il reprend la même position le soir, puis après 20 minutes, là, il va moins le tolérer. C'est souvent une question de dose. Notre corps est capable de tolérer une certaine quantité de temps dans la même position ou une certaine quantité de mouvement. Et ça se pourrait qu'en fin de journée, ce soit la fois de plus qui déclenche les symptômes ou le 5 minutes de plus cumulatif qui déclenche les symptômes. Effectivement. Ouais. Fait qu'on va questionner aussi cette dose-là. Combien de fois dans la journée tu as fait le mouvement qu'on pense problématique? Ouais. C'est souvent une question de dosage, là. En général, peu importe les blessures, que ce soit le dos ou que ce soit en sport, c'est tout le temps. Est-ce que le stress qu'on donne, qu'on fait subir à notre corps, est-ce que notre corps est capable de s'adapter à ça? Oui, C'est souvent exactement. une question d'adaptation. Oui. Fait que notre job, c'est de modifier ce stress-là sur le corps en intervenant sur les différentes structures qui vont être responsables du stress. Encore une fois, les articulations, les muscles, les nerfs, etc. Ouais. On va changer de sujet un peu. Je veux profiter de ta présence pour parler de la réputation que tu as à l'Université de Montréal, dans le domaine de la physio. Là, je vois tes gros yeux sombres. Tu as souvent la réputation d'être quelqu'un qui surprend, fait bouger les choses, dérange peut-être des fois. Penses-tu? Ou mettons, oui. est-ce que... Pourquoi tu penses que c'est ça? Ou pourquoi tu penses qu'on t'attribue ce chapeau-là là, de polarisant peut-être? Là, je sais pas si c'est le bon mot. Ben, ça va avec ma personnalité d'y aller de façon directe, de ne pas prendre de détour. J'ai l'opportunité pendant une session d'essayer d'influencer le cours de la vie professionnelle des étudiants à l'université. N'ayant pas beaucoup de temps, je choisis de créer un impact. Les évidences suggèrent que c'est la formation de base qui va créer les habitudes de pratique pour le restant de la carrière des gens. Fait que la formation universitaire, Ouais, plus que ce dans qu'ils notre vont cas. faire par la suite comme formation. Exact. Fait que c'est très difficile de modifier la pratique des gens par la formation continue, par exemple. Fait que les évidences semblent suggérer ça. Et c'est la formation de base qui va dicter comment tu vas travailler toute ta vie. Quand j'ai appris ça, même si certains trouvaient que justement j'étais un peu polarisant et que je pouvais déranger, ben il y a plein d'autres bonnes façons d'accompagner les gens dans le changement. Moi, j'ai choisi celle-là parce que c'est naturel, plus facile pour moi. Il y a plein d'autres bonnes façons, probablement meilleures que celle que moi j'ai choisie, mais j'ai du plaisir à le faire. Ouais? Ouais. Trouves-tu ça lourd comme chapeau à porter? Ou est-ce que ça te dérange quand on dit, on dit que je fais du bruit? Ce que je réalise avec les années que je réalisais pas avant, je suis souvent mal cité. Fait que les gens retiennent une certaine partie du discours et peut-être la partie choquante sans toute la subtilité dont je suis capable. Ouais. Dans le sens, c'est comme un peu le titre de l'article dans la presse qu'ils vont retenir. C'est ça. Mais on se rappelle pas exactement ce qui a été écrit dans l'article, c'est ça un peu? C'est une très belle analogie. Ouais, fait que j'utilise des gros titres, puis après ça, je donne toutes les explications nécessaires à comprendre le titre. Sauf que ce qui est retenu, c'est le titre. Ouais. Fait que ça a pu blesser des gens au fil des années, ça a pu me créer cette réputation-là. Puis je m'en suis jamais autant rendu que dans les dernières années, où est-ce que je réalisais que j'étais souvent mal cité. Alors que c'est pas du tout mon but. Mon but à moi, c'est juste d'amener les gens à avoir une pratique optimale et à encourager la réflexion. Fait que quand tu lances
un pavé dans la mort, ben, en général, c'est pour susciter une réaction, une prise de conscience et créer un changement éventuellement. Fait que du moins, c'est le chemin que je choisis. Fait que tranquillement, j'essaie de modifier le titre pour mettre des astérix, pour inciter à lire la note de bas de page. Ouais, des notes de bas de page. Ouais, pour créer un changement plus agréable. Ben, ouais, non, je comprends. Parce que, tu sais, au final, l'objectif ou la subtilité derrière ça, c'est d'amener les physios futurs à peut-être se poser plus de questions, à ne pas toujours prendre pour acquis ce qu'on leur a déjà enseigné, d'être ouvert au changement, d'être ouvert que ce qu'on croit être bon en ce moment peut changer. Puis ça, peut-être que c'est difficile à accepter pour des jeunes loups en 3e année à l'université, là. Et ils ont déjà toutes ces qualités-là. C'est juste que le volume d'informations à assimiler est tellement phénoménal. Le corps humain est tellement complexe que moi, j'interviens en 3e année dans leur cursus, puis ils ont déjà appris tellement de choses que ça devient difficile de départager l'information à utiliser dans leur pratique. Fait qu'ils sont déjà ouverts, sont déjà en train de réfléchir, mais moi, j'interviens pour les blessures musculo-squelettiques, alors qu'eux autres, ils ont un champ hyper large. On est formé en physio un peu comme des généralistes, fait qu'on est capable d'intervenir sur tellement de conditions différentes que moi, j'amène une réflexion sur le champ musculo-squelettique pour les amener à départager toute l'information qu'ils ont reçue pour en faire justement des meilleurs physios. Mais c'est déjà des individus extraordinaires. Mais j'essaye de, moi, intervenir sur leur future pratique musculo-squelettique. Parce qu'à la base, n'importe quel étudiant qui est en physio déjà est brillant, assurément. T'sais, ils ont tous des quotaires de 32, 33, 34. Là. Je me rappelle, ma cohorte, je pense que dans les dernières années, c'était la cohorte qui avait eu la dernière note acceptée, c'était comme 34 ou 33,5 de quotaire. Puis la même année en médecine, je pense que ça avait été juste en bas de 34. Ouais. Fait que c'est tout du monde brillant. Ouais. Souvent, c'est du monde allumé, du monde sportif, du monde qui ont des habiletés sociales. C'est souvent des gens très équilibrés. Oui, exact. Mais durant les 2 premières années, moi, c'est récemment que j'ai gradué, fait que je l'ai encore fraîchement en tête, le parcours. Les 2 premières années, c'est plein de choses qui nous est enseigné. Il faut apprendre toute l'anatomie, il faut apprendre la physiologie, il faut apprendre toutes les pathologies qui existent, tous les types de blessures, graves, pas graves, médicales. Puis on dirait qu'on a on a un bagage plein d'informations. C'est comme si on a un coffre à outils, plein d'outils. Ouais. Mais il y a une vis, puis on ne sait pas s'il faut prendre une pince, il faut prendre un marteau, il faut-tu prendre un tournevis. Si c'est un tournevis, c'est quel tournevis qu'il faut prendre? On n'a aucune idée quoi utiliser quand. Exact. Puis là, toi, tu arrives en 3e année à la première session, puis bang, un peu, tu sais, on va se faire confronter sur plusieurs concepts, théoriques ou pratiques, plusieurs façons de réfléchir, où notre raisonnement clinique va vraiment être challengé drastiquement, là. Puis, ben, c'est peut-être ça que... Peut-être que les gens, ça les dérange des fois de pas rester dans leurs pantoufles. C'est difficile. Le changement, l'être humain est réfractaire au changement. Fait que c'est difficile de changer. C'est difficile de remettre en question ce qu'on pensait acquis. Puis j'imagine que tous les autres profs sont un peu pareils. Ce qu'on souhaiterait, du moins moi, ce que je souhaiterais, c'est... J'aimerais qu'un nouveau gradué ait les connaissances que j'ai 20 ans plus tard. Pour que... Au moment qu'il gradue, au moment où il gradue, j'aimerais ça transmettre mon bagage d'expérience acquise dans les 20 années précédentes pour que lui, il soit capable d'aider aussi bien que, par exemple, moi, un patient. Pourquoi? Parce qu'au bout de la ligne, on est tous là pour que le patient aille mieux. On est là pour le bénéfice du patient. Et nos premières années de pratique, tu l'as vécu, c'est difficile parce que tu es laissé à toi-même pour trouver c'est quoi l'outil qui fonctionne pour la dite vis. Mm-hmm. Certains se réveillent la nuit en traitant... dans les premières années de pratique, dans les premiers mois. Ouais. Mais c'est parce que c'est tellement un clash différent. Je sais pas si toi, tu l'avais vécu aussi comme ça. C'est un clash drastique entre c'est quoi la théorie dans les livres, puis c'est quoi un être humain qui a la théorie de pathologie devant toi. C'est complètement différent. On décrit une entorse de cheville comme étant tellement simple à l'université. Le pied y vire dans cette position-là. Tu fais ces exercices-là. C'est tout le temps comme ça que ça va. Mais quand la personne qui a eu une entorse de cheville, c'est arrivé dans le contexte de sa finale de sport, qu'elle n'a pas pu faire sa finale, que là, elle ne se sent plus dans son équipe, qu'en plus, il est en train de se laisser avec sa blonde. Il y a un contexte humain à tout, là. Puis que son cousin a eu un cancer de la cheville. Exact. Qui lui a donné des symptômes similaires. Ouais.
Puis là, il associe peut-être cette expérience-là à est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave? Exact. Fait que oui, c'est super compliqué l'être humain, mais c'est ce qui fait la beauté de notre job. Mais effectivement, fait que quand tu gradues, tu t'apprêtes à affronter un être humain, ce qui est très différent de, je sais pas moi, je ne veux pas faire d'exemple réducteur, mais disons le mécanicien qui va affronter une voiture. Ouais. C'est beaucoup plus prévisible, il n'y a pas d'émotion associée à ça. Et en général, c'est répétable de façon identique le même modèle de voiture, par exemple. Tandis que l'être humain, c'est jamais la même chose. Fait que notre job, même si on a souvent les mêmes interventions à faire, est jamais répétitive parce que l'individu devant nous change à chaque fois. Et c'est ça qui rend la vie super compliquée au finissant. Mais de la même façon que les infirmières vivent la même chose, les médecins, les dentistes à la rigueur. Fait que dès qu'on traite un être humain, le défi est énorme. Fait que c'est pour ça qu'à l'université, j'essaie d'aider au maximum, d'outiller au maximum les étudiants à devenir hot jour. Ouais, parce que si on regarde la même analogie avec une voiture, on va traiter un moteur qui ne fonctionne pas. Mais l'être humain, une personne, on ne traite pas une cheville. On traite une personne qui a mal à la cheville. Fait que c'est assez différent. Puis, tu sais, 100% du modèle mécanique d'une voiture, c'est juste structurel. Fait qu'il y a une structure, il y a une pièce. La pièce ne marche pas, on la change. Mais c'est un peu différent avec un être humain. C'est pas le même genre d'analyse qu'on peut faire. C'est vraiment différent, puis il n'y a pas de petit pistolet pour scanner le code barre problématique de la voiture. Ouais, exactement. Ouais. Puis, tu penses quoi de ce que la physio... Je sais pas si c'est la bonne façon de le poser, là. Penses-tu que la physio peut être plus que ce qu'elle est en ce moment? Ou penses-tu que comme physiothérapeute, si tu compares maintenant à il y a 20 ans quand tu as commencé à pratiquer, y a-tu des différences? Puis est-ce que tu penses que ça peut être plus encore? Ça a changé. Ouais. Mais je pense qu'il y a encore deux modèles de pratique. Modèle de pratique plus facile, conservateur, avec des interventions pour soulager les gens. Puis encore une fois, je pense que ça dépend un peu des individus. Personnellement, mon souhait, c'est pas que les gens aient moins mal, c'est qu'il n'y ait plus leur problème qui est à l'origine des symptômes. Mais il y en a pour qui soulager, ça les rend heureux. Ça rend les patients heureux ou ça rend les physios heureux? Ça rend le physio heureux de savoir que son patient a moins mal à la fin de son traitement. Puis ça amène à privilégier certains outils qui ne donneront pas de résultats à long terme. Par exemple? Par exemple, l'électrothérapie. Fait que les courants électriques qui sont fréquemment utilisés, ceux qui sont déjà dans la physio, les TENS, les interférentiels, il y a plein d'autres l'ultrason. types. L'ultrason va rentrer là-dedans. Fait que c'est des interventions qui vont changer les symptômes à court terme, mais qui n'auront pas d'influence sur l'origine des symptômes. Fait que le but, encore une fois, c'est d'aider les gens, mais ça les aide juste de façon temporaire. Fait que ça, c'est un modèle un peu plate. Le parallèle, encore une fois, ce serait de donner des Tylenol à quelqu'un qui a le cancer pour gérer ses symptômes. C'est un peu plate. Fait qu'on serait un peu insatisfait. Ouais, on serait un peu insatisfait si c'était ça le traitement qui nous était offert. Je suis bien d'accord. Fait que c'est un modèle de pratique qui existe encore, qui est un peu plate, mais par contre, moi, ce que je vois, je pense, dans les 20 dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus de physio intéressés à traiter la cause. Fait que par chance, ça change. Mais c'est dans tous les domaines. Il y a à peu près 50% des gens dans n'importe quel domaine qui sont ordinaires. Puis tu as 50% des gens qui veulent vraiment faire une différence. Que ce soit médecin, physio, mécanicien, électricien, exact. avocat. Ouais. Fait que la moyenne est là pour départager les gens. T'en as en haut de la moyenne, t'en as en bas de la moyenne, puis c'est bien plate, mais on sait jamais sur qui on tombe. Ouais. Fait que j'ose espérer que la moyenne est meilleure qu'avant. Ou qu'on s'enligne vers de plus en plus de gens qui semblent avoir peut-être des méthodes ou des approches un peu plus actives, un peu plus à responsabiliser les patients, à leur faire prendre, leur faire réaliser que c'est l'autoprise en charge aussi qui va les guérir, de se prendre en charge eux-mêmes. Il y a beaucoup de recherches scientifiques qui se fait dans le domaine médical et dans le domaine de la physiothérapie, et les évidences ont été au cœur de nos interventions, je dirais, dans les 10 dernières années. Quand tu parles d'évidence, tu parles de études scientifiques qui veulent dicter un peu nos façons de faire, c'est ça? Exactement. Le modèle de pratique basé sur les évidences scientifiques, ça fait à peu près 10 ans qu'il y a eu un énorme intérêt dans la physiothérapie et la médecine en général. Fait que dans les 10 dernières années, on utilise de plus en plus les évidences scientifiques pour pratiquer.
Ce qui a probablement amélioré nos résultats jusqu'à un certain point. Mais encore une fois, c'est juste pas tout le monde qui veut changer parce que c'est difficile de changer. Ouais. Le changement, c'est pas facile. Il y a autant pour les physios ou peu importe le professionnel de la santé, autant changer ses habitudes d'intervention ou ses habitudes de prise en charge que les patients changer leurs habitudes de vie. Exact. Ou changer la personne qui revient le soir puis qui est sur le fauteuil pendant 4 heures avec les pieds sur la table, avec les chips puis la liqueur, puis qui consulte évidemment pour un mal de dos. Ben, ça se peut que pour régler son mal de dos, il faut qu'il passe par une période de un peu moins de 4 heures de télé, puis peut-être quelques séances de marche dans la soirée. Les gens pensent souvent qu'on les empêche, qu'on les guérit en les empêchant de faire ce qui leur fait mal. Alors qu'en réalité, leur façon de faire responsable de leur douleur sont nouvelles. Les gens ont nouvellement changé leur posture sans s'en rendre compte, leur façon de marcher, leur façon de bouger sans s'en rendre compte. Fait que c'est nouveau la façon qu'ils bougent et qui est responsable de leurs symptômes. Et notre job à nous autres, c'est de les ramener à comme ils étaient avant. Mais ils n'ont aucune idée comment ils étaient avant. Ouais, parce que c'est pas conscient. C'est pas conscient, ça se fait de façon graduelle ou de façon soudaine avec un accident. Fait que quand vient le temps de modifier des choses, ils pensent qu'on est en train de leur dire que leur façon d'être est inadéquate et qu'il faut changer, alors qu'en réalité, on veut juste les ramener comme ils étaient avant, ou finalement, les chips, pendant 4 heures, il n'y en avait pas de problème. Fait que de façon temporaire, on crée des changements, ça demande un effort, mais par contre, le bénéfice au bout de la ligne, c'est qu'après ça, tu peux revenir dans tes anciennes activités sans symptômes en général. Ouais. On cherche souvent la pilule magique, là, ou l'espèce de traitement magique. Je t'avais déjà montré une fois pas une BD, là, mais une genre de caricature où c'était 2 comptoirs. Un comptoir, c'était pilule, puis l'autre côté, c'était changement d'habitude de vie. Puis tu sais, t'as une ligne pleine dans le comptoir de pilule, puis la ligne de changement d'habitude de vie est comme complètement vide. Puis des fois, moi, j'ai l'impression que c'est ça que les gens recherchent à l'occasion, là, qu'ils recherchent un peu comment guérir facilement, ou s'il y avait une pilule pour guérir, il la prendrait. Là. Ouais. Ben, on veut tous ça parce que changer nos habitudes, ça demande un effort, c'est long, alors qu'un quick fix, une solution miracle, nous permettrait de continuer notre rythme de vie effréné où est-ce qu'on n'a pas le temps de s'arrêter puis de réfléchir et on n'a pas le temps d'analyser chaque chose qu'on fait pour s'aider. Fait que oui, la pilule magique, les gens sont à la recherche de ça. Des fois, c'est possible. Mais il y a des fois où, surtout si on est dans un cas de récidive, on a déjà eu mal une autre fois auparavant et la pilule magique a fonctionné la fois précédente, mais cette fois-ci, ça ne fonctionne plus. Ben, notre corps nous envoie le signal qu'il a besoin de plus d'aide que la dernière fois et que la pilule magique ne fonctionnera pas cette fois-là. Et là, ça demande un peu une prise en charge. As-tu l'impression que les gens ont plus de difficultés à s'adapter à ont plus de difficultés à changer leurs habitudes de vie pour guérir, ou sais-tu qu'ils veulent pas changer, ou sais-tu les croyances personnelles que la physio devrait régler tout de suite, ou tu penses que c'est quoi qui amène les gens à penser comme ça? Je pense que c'est variable d'une personne à l'autre. Il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas le temps de guérir, ou de prendre le temps de faire les choses qu'il faut pour guérir. Exactement. Il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas le temps de faire ce qu'il faut. Il y en a d'autres que c'est trop difficile de faire ce qu'il faut. Puis il y en a d'autres qui sont prêts à faire ce qu'il faut. À faire tout et plus. Oui, exactement. Fait que je pense que ça dépend où tu es face à ton problème. Quand tu es déterminé à vouloir éliminer ça de ta vie, c'est peut-être plus facile. Quand tu es déjà dans une course avec 3 enfants en bas âge, avec l'école, la garderie, le travail, le trafic, la tempête de neige, etc., d'aller rajouter des exercices ou des changements d'habitude de vie là-dedans, c'est beaucoup plus compliqué. Une femme monoparentale versus un couple avec juste un enfant, puis les deux couples de grands-parents qui sont présents, la vie est plus facile. Fait qu'on a tout le monde des bonnes raisons de pas vouloir changer, jusqu'au jour où on est obligé. Ouais. C'est drôle parce que on dirait que la santé, c'est comme un des seuls... je sais pas si c'est où j'ai entendu ça récemment, mais il parlait de à quel point les gens souvent s'improvisent professionnels de la santé. Fait que les fameux Dr Google de ce monde, là, tout le monde est un peu... tout le monde connaît tout, là, ou mon oncle, il connaît ça, les tendinites. Puis c'est le seul domaine
où tout le monde s'improvise professionnel, à moins jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a personne qui s'improvise génie mécanique ou génie civil de « ouais, moi je sais comment construire ça, un pont ». Mais la santé, c'est la chose qui touche à tout le monde. Puis c'est le seul endroit où tout le monde s'improvise professionnel, puis tout le monde a leur mot à dire sur qu'est-ce qui marche pas. Puis on dirait que les expériences personnelles de chacune deviennent plus importantes que ce qu'on sait avec des études rigoureuses scientifiques. Ouais. C'est une plaie. C'est normal que les gens veuillent tester des choses pour s'aider eux-mêmes, parce que c'est plus facile que de consulter. Et comme on aime nos proches, ben on va souvent leur faire nos recommandations basées sur nos observations, expériences personnelles. Fait qu'en pensant que ce qui a marché pour nous va marcher pour eux. C'est pas bête, c'est vrai. C'est pas bête, mais ce qu'on disait tantôt, c'est que chaque individu est complètement différent et chaque individu a un paquet d'expériences, de croyances, d'informations différentes qui font en sorte que tout ça va moduler la douleur. Tu sais, moi, je dis souvent à mes patients, si ton problème était cardiaque, est-ce que tu irais voir sur Google pour savoir quoi faire pour ton problème cardiaque ou est-ce que tu irais voir un cardiologue? Et les gens vont dire, ouais, ben c'est ça. Le système musculo-squelettique est hyper compliqué. Moi, je le compare, par exemple, à une maladie cardiaque. Moi, je connais rien aux maladies cardiaques. J'oserais pas m'auto-traiter ou conseiller mes parents. Je vais leur dire, va voir le médecin. Je pourrais les accompagner, mais ça va être pas mal ça. Alors qu'au niveau musculo-squelettique, les gens vont utiliser n'importe quel professionnels de la santé. Fait qu'ils vont décider lequel est le meilleur pour eux sans savoir c'est quoi les niveaux de formation derrière, sans savoir c'est quoi la qualité des interventions. Et vont recommander à tous leurs amis, voisins, beaux-frères, belles-sœurs, leur ostéo, chiro, masso, acupuncteur, orthothérapeute, fasciothérapeute, tout ce que tu veux, sans... Ou à la limite, d'autres physios qui ont des approches passives ou qui vont pas nécessairement évaluer la cause du problème. Là. C'est ça. Fait qu'effectivement, c'est tant mieux si certaines personnes sont capables de s'aider eux-mêmes, mais des fois, ça nous amène, en fait, très régulièrement, des patients qui arrivent après un long cheminement avec la douleur, après avoir essayé un paquet d'interventions et avoir un échec partout, et ils arrivent un peu désespérés. Par chance, ben, avec les outils qu'on a, on est capable de les aider quand même, mais je vois beaucoup de souffrance associée à ça. Puis c'est ça que je déplore. Ouais. Peut-être associé au parcours parcouru, justement, pour essayer de régler leurs problèmes. Parce que c'est un peu comme une séquence consécutive d'échecs, là, quand ils règlent pas leurs problèmes. Et tu finis par penser qu'il n'y a pas de solution à ton problème. Exact. Et ça t'amène à accepter de vivre avec une certaine quantité de douleur parce que tu as eu trop d'échecs inappropriés. C'est, tu sais, encore une fois, c'est le parallèle avec notre cancer de tantôt. C'est normal que ton cancer progresse si tu prends juste des Tylenol. Ouais. Ben, nos patients voient leurs symptômes rester ou progresser parce qu'ils n'ont pas eu des interventions adéquates. Et éventuellement, tu finis par t'auto-condamner à avoir une vie vraiment plate parce que tu as de la douleur qui te limite dans tes activités, par exemple. Penses-tu que les gens, en général, négligent leur santé? Ou, je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, là, mais j'ai souvent l'impression que les gens on va croire que tout est correct jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose de grave à notre santé. Tu sais, exemple, on a un diagnostic de diabète, puis là, tout d'un coup, on change notre alimentation. On fait des heures de 60 heures, on fait des semaines de 60 heures au travail sans faire de sport. On le sait qu'il faut faire du sport 2, 3, 4 fois semaine, dépendamment des recommandations. Le monde traîne des bobos sans consulter, sans guérir. T'as-tu l'impression que les gens, des fois, c'est comme la seule chose que les gens vont négliger par rapport au travail, par rapport à l'évolution professionnelle, alors que c'est la seule chose que si on n'a pas, on n'a rien d'autre? Ils vont négliger un paquet d'affaires, mais clairement, ils vont négliger la santé. Puis ils vont souvent dire, oui, mais moi, c'est différent. Plus tard, c'est pas grave et il faut bien mourir de quelque chose. Fait que clairement... une tendinite de genou. C'est ça. Fait que, tu sais, la santé en général, tu sais, qui est améliorée par l'activité physique, tu veux diminuer tes chances d'Alzheimer, Parkinson, il faut que tu fasses de l'activité physique. Tu veux diminuer un paquet de sortes de cancers différents, c'est par l'activité physique. Fait que les gens vont préférer jouer au bridge que d'aller marcher une demi-heure. Vont préférer prendre des antidépresseurs plutôt que d'aller marcher une demi-heure. Fait que oui, dans notre société, actuellement, avec la vitesse à laquelle ça va, clairement, on a un problème. Ben, l'obésité, c'est 30% de la population maintenant, même au Québec.
et 20% des enfants, ce qui est un peu catastrophique. On a des preuves à tous les jours dans la rue que la santé n'est pas au cœur des préoccupations de certaines personnes. Mm-hmm. C'est vraiment pas tout le monde qui fait du sport. Ben, du tout. Du Tu sais, comme rares sont ceux qui font le minimum recommandé, qui est quoi, 3 fois semaine, une demi-heure environ, ou 3 à 4 fois semaine, en tout cas, bref. Ouais. Tu sais, puis moi, je dis tout le temps, en général, n'importe quelle blessure, n'importe quelle douleur, n'importe quelle condition de santé à la limite, il y a 3 choses qui sont gratuites à améliorer. Ton alimentation, ton sommeil, puis ton niveau d'activité physique. Puis probablement que si tu améliores ça, peut-être que ça va pas guérir tout, mais ça va régler probablement bien des problèmes. Clairement. Tu sais? Peu importe là, que ce soit anxiété, stress, difficulté à dormir, douleur, maux de tête. Ouais, puis tu as mentionné le sommeil, on ne le mentionne pas assez, mais les évidences sont bonnes pour dire que le sommeil est hyper important pour un paquet d'affaires, mais incluant pour les douleurs physiques. Exact. Si quelqu'un dort pas, ça va être bien difficile à son corps d'utiliser l'énergie pour guérir le bobo, parce que peut-être qu'il utilise toute l'énergie pour se garder éveillé toute la journée. Là. On a parlé du cerveau antérieurement, mais pour avoir une utilisation optimale du cerveau pour gérer son corps, le sommeil va être primordial. Fait que ouais. Qu'est-ce que tu souhaites pour la suite, pour le futur de la physio? En terminant, c'est quoi que tu... Qu'est-ce que tu vois dans le futur, mettons dans 10-15 ans? Qu'est-ce qu'il faudrait que la physio soit ou qu'est-ce qu'il faudrait que le réseau de santé soit pour que tu penses que ce soit mieux? Peut-être vague comme question. Là. Ouais. C'est quoi ton rêve pour la physio? Je pense que les physios ont besoin d'être orgueilleux un peu plus. Fait qu'on a souvent tendance à sous-estimer notre rôle, je pense. On a un rôle gigantesque dans la vie des gens. On est capable d'aider de façon hyper importante les gens. Mais de façon générale, je pense que c'est un peu sous-estimé dans notre profession. Puis si on avait ça en tête tout le temps, peut-être qu'on pourrait avoir plus d'influence sur les décideurs. Peut-être qu'on pourrait, comme profession, avoir un essor beaucoup plus rapide, prendre plus notre place. Fait que ce serait mon souhait que la profession devienne plus orgueilleuse dans le sens où qu'elle soit plus consciente de sa propre valeur puis qu'elle soit capable de la mettre en avant plus. Ouais. Qu'elle prenne la place qui lui revient comme étant une science médicale de calibre universitaire qui a fait ses preuves puis qui n'a pas d'égal. Ouais, non, c'est un bon point. Puis probablement qu'une amélioration du système de santé publique, ou juste de la santé publique en général au Québec, passe par une augmentation des tâches des physios dans les hôpitaux un peu partout, même les infirmières, à la limite, tous les professionnels de la santé. Probablement qu'il y a un peu trop de tâches que les médecins font qui, à la limite, pourraient se débarrasser de ces tâches-là. Probablement qu'il y a plein de tâches ou de soins qui peuvent être offerts par d'autres personnes, puis à la limite, ça coûterait moins cher, puis probablement que peut-être qu'il y aurait moins d'attente aux urgences, ou oui, en général. Puis je pense que c'est notre faute. C'est parce qu'on n'a pas suffisamment confiance en soi, parce qu'on n'est pas suffisamment conscient de sa valeur, qu'on n'est pas capable de se mettre au-devant, qu'on n'est pas capable de faire la promotion dans toutes nos interactions dans le domaine de la santé. Nous, on donne beaucoup de conférences à chaque année avec les médecins, puis les médecins, en général, sont super appréciatifs du rôle qu'on a. Mais il faut qu'ils rencontrent des physios qui sont capables de représenter ce qu'un physio est, comment le physio peut être aidant pour le médecin, pour ses patients, comment le physio est capable de compléter de façon parfaite le rôle du médecin dans les blessures musculo-squelettiques. Fait que c'est dans ce sens-là que si on prenait plus cette place-là, je pense que ça pourrait s'améliorer définitivement dans notre cohabitation avec les autres professionnels de la santé. Je me fais pas d'idée sur améliorer notre sort dans le réseau de la santé, mais effectivement, ça serait un souhait. On le voit tranquillement avec les IPS puis tout ça. Il y a des projets avec des infirmières, praticiennes spécialisées qui collaborent avec le rôle du médecin. Ben, il y a des pratiques avancées en physiothérapie où est-ce que les physios vont faire de l'évaluation pour collaborer avec le rôle diagnostique du médecin. Fait que c'est des projets qui s'en viennent puis qui vont permettre à aider les gens à avoir des meilleurs soins musculo-squelettiques, entre autres. Là. Je parle beaucoup de musculo-squelettique parce que c'est ça qu'on connaît. C'est ça qu'on connaît. Écoute, je te souhaite que dans 10 ans, ce soit un souhait qui est réalisable. Je le souhaite. Ouais. Je le souhaite aux gens. Absolument. Je te remercie beaucoup de ton temps,
de ton temps qui est assez précieux. Là. Je sais que tu es quelqu'un de bien occupé. Ça m'a fait très plaisir. Au plaisir de se reparler une autre fois pour discuter de, sait-on jamais, les étirements ou quelque chose de même. Ça va me faire plaisir. Salut. Salut.